Histoire les sorcières islandaises. Dis-moi, dit Katla, une belle et vive veuve, à Gunnlougr, un jeune guerrier accompli et vaillant. Dis-moi pourquoi tu vas si souvent à ma Falida? Est-ce pour caresser une vieille femme? Ton propre âge, Katla, répondit le jeune homme sans réfléchir, pourrait t'empêcher de faire de celui de Gérida un sujet de reproche. Je ne croyais pas, répondit la matrone offensée, que nous étions sur un pied d'égalité sur ce point, mais toi, qui supposes que Gérida est la seule source de connaissances, tu trouveras peut-être qu'il y en a d'autres qui l'égalent en science. Il arriva au cours de l'hiver suivant que Gunnlougr, en compagnie d'Odo, le fils de Katla, avait renouvelé une de ses visites à Gérida dont Katla lui avait reproché. Tu ne partiras pas ce soir, dit la sage matrone. Les mauvais esprits sont à l'étranger et ta mauvaise destinée prédomine. Nous sommes deux en compagnie, répondit Gunnlougr, et n'avons donc rien à craindre. Odo, répondit Gérida, ne te sera d'aucune aide. Mais va, puisque tu veux y aller, et paye le prix de ta propre témérité. En chemin, ils rendirent visite à la matrone rivale et Gunnlougr fut invité à rester chez elle cette nuit-là. Il refusa et, passant seul, fut retrouvé le lendemain matin allongé devant la porte de son père Thorbjorn, grièvement blessé et privé de son jugement. Diverses causes ont été attribuées à ce désastre, mais Odo, affirmant qu'il s'était séparé ce soir-là de Gérida dans la colère, insista sur le fait que sa compagne avait dû subir cette blessure à cause de sa sorcellerie. Gérida fut alors citée à l'Assemblée populaire et accusée de sorcellerie. Mais 12 témoins ou compurgateurs ayant affirmé sous serment l'innocence de l'accusé, Gérida fut honorablement libérée de l'accusation portée contre elle. Son acquittement ne mit pas fin à la rivalité entre les deux sorcières, car, Gérida appartenant à la famille de Killiacan, et Katla à celle du pontife Snorro, l'animosité qui subsistait encore entre ces sept fut réveillée par la querelle. Il se trouvait que Thorbjorn, appelé Digri, ou le corpulent, un de la famille de Snorro, possédait des chevaux qui paissaient dans les alpages, près de ceux de Thorarin, appelé le Noir, le fils de l'enchanteresse Gérida. Mais quand l'automne arriva, et que les chevaux devaient être retirés des montagnes et hébergés pour l'hiver, ceux de Thorbjorn ne purent être trouvés nulle part, et Odo, le fils de Katla, envoyé consulter un sorcier, rapporta une réponse douteuse, ce qui semblait indiquer qu'ils avaient été volés par Thorarin. Thorbjorn, avec Odo et un groupe de partisans armés, partit immédiatement pour Mafalida, la demeure de Gérida et de son fils Thorarin. Arrivés devant la porte, ils demandèrent l'autorisation de rechercher les chevaux disparus. Ce Thorarin refusa, alléguant que ni la perquisition demandée n'était dûment autorisée par la loi, ni les témoins appropriés cités comme présents, et Thorbjorn n'avait pas non plus offert de garantie de sécurité suffisante en prétendant exercer un privilège aussi dangereux. Thorbjorn répondit que comme Thorarin avait refusé d'autoriser une fouille, il devait être considéré comme admettant sa culpabilité, et constituant à cet effet une cour de justice provisoire. En choisissant 6 juges, il accusa formellement Thorarin de vol devant la porte de sa propre maison. Alors la patience de Gérida l'abandonna. Eh bien, dit-elle à son fils Thorarin, est-il dit de toi que tu es plus une femme qu'un homme? Sinon tu ne supporterais pas ces intolérables affronts. Thorarin, incendié par ce reproche, s'élança avec ses serviteurs et ses invités. Une escarmouche perturba bientôt le processus légal qui avait été institué,
Et un ou deux des deux parties furent blessés et tués avant que l'épouse de Thorarin et les servantes puissent séparer la mêlée en jetant leurs manteaux sur les armes des combattants. Thorbjorn et son groupe se retirèrent. Thorarin commença à examiner le champ de bataille. Hélas! Parmi les reliques du combat se trouvait une main sanglante, trop légère et trop belle pour appartenir à l'un des combattants. C'était celui de sa femme Ada, qui avait connu ce malheur en tentant de séparer les ennemis. Furieux au plus haut point, Thorarin abandonna sa modération constitutionnelle et, montant à cheval avec ses alliés et ses partisans, poursuivit le groupe hostile et les rattrapa dans un champ de foin, où ils s'étaient arrêtés pour reposer leurs chevaux et exulter. À cause des dégâts qu'ils avaient causés à Thorarin. À ce moment, il les attaqua avec une telle fureur qu'il tua Thorbjorn sur le champ et tua plusieurs de ses serviteurs, bien que Odo, le fils de Katla, s'en sortit indemne de ses blessures, après avoir été habillé par sa mère d'un vêtement invulnérable. Après cette action, plus de sang ayant coulé que d'habitude dans un engagement islandais, Thorarin retourna à Mafalida, et, interrogé par sa mère sur les événements de l'escarmouche, il répondit dans la poésie improvisée et énigmatique de son époque et de son pays. De loin de moi l'ignoble reproche par lequel une femelle a réveillé la guerre, de moi qui n'ai pas fui dans la mêlée à travers des ennemis féroces pour me frayer un chemin, puisque c'est la couvée de l'aigle sur le cadavre frais qui devrait trouver sa nourriture. Alors je n'ai pas épargné, sur le champ de bataille, d'une main vaillante mon épée pour manier, et je peux bien réclamer au sanctuaire d'Odin la louange qui attend mon acte. À quoi Gérida répondit? Ces versets impliquent-ils la mort de Thorbjorn? Et Thorarin, faisant allusion au procès judiciaire que Thorbjorn avait intenté contre lui, reprit sa chanson. L'épée a été mordue sous le capuchon de celui dont la cause poursuivait le zèle, et le fleuve rougeoyant de la mort a coulé, avant que le sinistre tison ne reprenne le fourreau. Maintenant, sur le bouclier des tués, le corbeau est assis, son breuvage a vidé, car son visage trempé de sang est audacieux, qui est venu ici pour tenir sa cour. Comme la conséquence de ce massacre risquait d'être une poursuite à la demande du pontife Snorro, Thorarin eut alors recours à ses alliés et parents, dont les plus puissants étaient Arnkil, son oncle maternel, et Vérimon, qui demanda volontiers leur aide. À la fois sur le terrain et lors des comitia, ou réunions populaires, au printemps, devant lesquelles il fallait présumer que Snorro accuserait Thorarin du massacre de son parent. Arnkil ne put cependant s'empêcher de demander à son neveu comment il avait jusqu'à présent perdu son sang-froid habituel. Il répondit en vers. Jusque-là, maître de mon humeur, les hommes m'appelaient doux et bon. Mais la langue acérée de cette féroce dame pourrait réveiller dans la tanière hivernale le serpent gelé. Alors que Thorarin passait l'hiver avec son oncle Arnkil, il reçut des informations de sa mère Gérida selon lesquelles Odo, fils de son ancienne rivale Katla, était la personne qui avait coupé la main de sa femme Ada, et qu'il s'en glorifiait. Thorarin et Arnkil décidèrent de se venger instantanément et, voyageant rapidement, surprirent la maison de Katla. La sorcière non consternée, en les entendant approcher, ordonna à son fils de s'asseoir près d'elle, et lorsque les assaillants entrèrent, ils ne virent que Katla, filant du fil grossier avec ce qui semblait être une grosse quenouille, avec ses domestiques assis autour d'elle. Mon fils, dit-elle, est absent en voyage. Et Thorarin et Arnkil, après avoir fouillé la maison en vain, furent obligés de repartir avec cette réponse.
Il n'était cependant pas allé bien loin avant que l'habileté bien connue de Katla, en matière d'illusion d'optique, ne leur vienne à l'esprit, et ils décidèrent de se lancer dans une seconde recherche, plus stricte. À leur retour, ils trouvèrent Katla dans l'appartement extérieur, qui semblait tondre les cheveux d'un enfant apprivoisé, mais qui coupait en réalité les cheveux de son fils Odo. En entrant dans la pièce intérieure, ils trouvèrent la grosse quenouille jetée négligemment sur un banc. Ils revinrent encore une troisième fois, et une troisième illusion leur fut préparée, car Katla avait donné à son fils l'apparence d'un porc, qui semblait ramper sur le tas de cendres. Arnkil saisit et fendit la quenouille, qu'il avait d'abord soupçonnée, et Kalta observa d'un ton moqueur que si leur visite avait été fréquente ce soir-là, on ne pouvait pas dire qu'ils étaient totalement inefficaces, puisqu'il avait détruit une quenouille. Ils revenaient donc complètement déconcertés, lorsque Gérida les rencontra et leur reprocha leur négligence dans la recherche de leur ennemi. « Revenez encore, dit-elle, et je vous accompagnerai. » Les jeunes filles de Katla, toujours aux aguets, lui annoncèrent le retour du groupe ennemi, leur nombre augmenté par celui qui portait un manteau bleu. « Hélas !» s'écria Katla, « c'est la sorcière Gérida contre laquelle les sorts ne serviront à rien. » Se levant aussitôt du siège surélevé et bordé qu'elle occupait, elle cacha Odo dessous, et le couvrit de coussins comme auparavant, sur lesquels elle s'étendit en se plaignant d'un malaise. À l'entrée du groupe ennemi, Gérida, sans dire un mot, jeta son manteau, en sortit un morceau de peau de phoque dans lequel elle enveloppa la tête de Katla, et ordonna qu'elle soit tenue par quelques-uns des serviteurs, tandis que le d'autres ont brisé l'espace grillagé sous lequel Odo était caché, l'ont saisi, l'ont lié et l'ont emmené captif avec sa mère. Le lendemain matin, Odo fut pendu et Katla lapidée. Mais ce n'est que lorsqu'elle eut avoué que, par sa sorcellerie, elle avait provoqué le désastre de Gunlogar, qui fut le premier à ouvrir la voie à ces querelles. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.